Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le petit train fantôme. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent se faire accompagner un petit peu plus dans la formation, eh bien vous avez à votre disposition beaucoup de contenu gratuit que je produis, notamment la newsletter où nous allons bientôt toucher les 8000 abonnés, et notamment vous avez accès bien sûr au très célèbre désormais portefeuille Forteresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est évidemment encore une fois gratuit. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo donc qui est disponible, que vous pouvez revoir, qui est une vidéo d'ailleurs plutôt long terme, où je me suis un petit peu mouillé sur on va dire les prédictions, j'aime pas trop ce mot-là, mais allez, on va dire les prédictions sur les actions du CAC 40 qui pourraient éventuellement le mieux performer en 2026. Merci pour vos retours, c'est une vidéo, je crois, qui vous a plu. Certains m'ont dit, tiens, ce serait bien que tu fasses une vidéo la même sur le SBF 120. Bon, pourquoi pas, mais il faudra le faire en plusieurs parties, parce que 120 actions de rang, ça va quand même être long, mais pourquoi pas, je note. Moi, vous le savez, hein, je me fie à vous, donc quand il y a des idées, et potentiellement de bonnes idées, ben, j'essaye à chaque fois de m'y atteler, en fonction bien sûr de l'agenda, mais j'essaye toujours de vous faire plaisir au maximum, donc je mets ça de côté, et je vous promets que j'essaierai de faire ça dès que j'aurai un moment de dispo. Bien entendu, dans les formations et dans les contenus gratuits, vous avez également eh bien, la formation gratuite qui est disponible sur le site lepodcastdelabourse.fr. Vous êtes plus de 1200 à avoir rejoint cette formation, hein, qui est aujourd'hui constituée déjà de 20 modules. Donc voilà, je vous avais promis que c'était une des cibles cette année en 2026, c'est ces contenus gratuits. Donc merci pour vos retours aussi, qui ont été hyper agréables. Il y a beaucoup de modules qui vont arriver. Je pense qu'à la fin de l'année, on sera entre 35 et 40 modules de formation. Encore une fois, c'est gratuit. Merci aussi à celles et ceux qui se sont proposés d'en écrire. Bien sûr, il n'y a pas de problème, hein. Ceux qui veulent faire leur publicité en faisant des modules gratuits pour les gens, moi, c'est ouvert. Mes portes ont toujours été ouvertes. Donc n'hésitez pas à me le dire, si tu vois que ça a du sens bien sûr, et que ça apporte quelque chose aux gens. C'est avec grand plaisir que je vous ouvre les portes du site. Et puis bien sûr, hein, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez nos accompagnements avec payants pour le coup, hein, avec Premium, bien sûr, MTT Premium et MTT Découverte. MTT Découverte d'ailleurs qui est en promotion. Donc on avait fait une promotion de 48 heures, mais je me suis fait un petit peu engueuler par certains d'entre vous, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, on a fait la promotion en plein milieu de la semaine. D'habitude on fait le week-end, et du coup voilà, il y en a pas mal qui ont dit mais on n'avait pas vu, on attendait la vidéo du week-end. Bah écoutez, on la prolonge, c'est pas un souci. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour pouvoir éventuellement nous rejoindre si ça vous intéresse, si vous voulez vous former avec donc le programme essentiel, le programme MTT Découverte. Vous avez accès bien sûr à une vidéo privée tous les week-ends, vous avez accès à un récap audio de la séance tous les soirs, audio ou manuscrit d'ailleurs. Vous avez des plans, des stratégies, vous avez des analyses long terme, bref, vous avez même un portefeuille monde qui est accessible, sur lequel on prévient à l'avance les ordres que l'on pose. Bref, vous avez vraiment de quoi faire, et je rappelle que cette formule-là, en plus de ça, elle est sans engagement. Chez nous, les offres mensuelles sont sans engagement. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous restez pas, même si il y a très peu de gens, heureusement, et on est content, qui s'en vont. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre jusqu'à dimanche. Vous avez cette petite réduction, je sais pas, de 20 ou de 25% qui s'applique automatiquement. C'est directement sur le site lepodcastdelabourse.fr. Je remercie bien entendu tous mes partenaires qui me permettent aussi de fabriquer tous ces contenus-là: Trade Republic, Bitvavo, Urutia, Pro Airtime, Au Coffre et Investing, qui sont des partenaires vraiment de long terme et qui me permettent là aussi de vous offrir
tout mon temps pour vous former tranquillement et essayer de progresser du mieux que l'on peut. Donc la semaine dernière, je vous l'ai dit, il y avait la vidéo sur le CAC 40 et les actions du CAC 40 qui était en ligne. Il y avait aussi une vidéo, c'est dommage, qui a été assez peu vue, mais par contre très appréciée par ceux qui l'ont vue. C'est vrai que les vidéos en semaine souvent ont moins de vues, c'est dommage. Mais vraiment, c'est une vidéo super, je trouve, sur le top action de Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs a publié un rapport, comme chaque année, hein, et beaucoup d'autres banques le font, indiquant les 22 actions qui, pour elles, allaient performer en 2026. Et donc ces 22 actions, on les a passées au crible dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, retournez la voir. C'est une vidéo plus pour les long-termistes là aussi. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc les retours ont été très positifs. Mais c'est vrai que comme c'est une vidéo en semaine, eh bien, en effet, il y a moins de visibilité. Mais je fais pas forcément ça pour ça. Je fais ça surtout pour vous apporter des contenus qui peuvent éventuellement vous amener un petit plus dans vos analyses. On passe donc bien entendu au programme de cette semaine avec le petit train fantôme avec quelques actions malheureusement qui ont un peu souffert. On en reverra bien entendu certaines, non la totalité même je crois qu'on va revoir. Donc il y avait un programme très chargé encore une fois dans cette vidéo. Avec bien sûr on passera l'analyse éco, il y aura la question de la semaine d'ailleurs, une question hyper intéressante qui m'a été posée cette semaine, on y reviendra. Le CAC Small, et après on passera aux actions. Beaucoup ont publié, donc il y a cet effet un peu zigzag aussi avec Air Liquide, Airbus, Euronext, Capgemini, Dassault Systèmes, LVMH, Hermès avec le luxe, Vusion, voilà, qui fait l'actualité de ces dernières semaines. Vusion, beaucoup de volatilité, de Richebourg, magnifique. Kering, également Orange, FDJ, publication rassurante hier, on verra un petit peu si on a vraiment retourné la tendance. Accor, Sanofi, Sidetrade toujours en difficulté, Valeo qui est toujours vraiment pas mal, Thales qui se réveille aussi, Engie toujours très solide, Pernod Ricard, Soitec, que je trouve de plus en plus intéressante, Soitec, Bisemiconductor qui a reculé hier, SAP dont on fera le suivi, qui n'en finit plus de baisser, Total Energy qui n'en finit plus elle de monter, Veolia toujours extrêmement solide, Technip Energy qui une action intéressante, Média Technologie, Carrefour qui s'est replié mais qui a rebondi, Eramé gros repli, Nikon très gros repli, on verra également Nexans, Air France qui a bien pété, 2CRSI qui a bien pété également, Adyen qui a tenté un rebond technique, Adobe qui n'en finit plus de baisser, Tesla qui est sur ses plus hauts mais qui a un petit peu reculé, Palo Alto, Moderna qui a fait très bon début d'année, Legacy Education, Salesforce toujours en grande difficulté, qui enfin va peut-être arriver sur la zone qu'on attendait, Microsoft qui se tient, qui résiste aux attaques, qui a eu du mal à rebondir mais qui résiste, Amazon qui a reculé et notamment Warren Buffett a réduit de 77% son exposition à Amazon, on verra si c'est judicieux pour nous ou pas. On parlera également, bien sûr, on fera le point sur Novo Nordisk. Il y aura également 6 titres à suivre. Alors ça a été... il y en a même 7 en réalité. Il y a 7 titres à suivre. Donc vous verrez. Alors des titres un petit peu moins mis en avant sur les réseaux. Des titres avec des configurations parfois baissières, mais c'est pas grave. On regardera un petit peu des configurations peut-être à suivre, non pas pour lundi matin, mais peut-être pour les semaines et les mois à venir. Comme d'habitude, merci du fond du cœur pour vos encouragements, merci du fond du cœur pour vos messages, vos commentaires. Je pense aux plus anciens qui se reconnaissent dans mes mots, qui laissent à chaque fois des messages d'encouragement. Ça motive à revenir, même si des fois on est fatigué, même si des fois il y a des petits pépins, des choses comme ça, mais au moins on essaye d'être le plus présent possible. J'essaye de pas vous lâcher dans les bons comme dans les mauvais moments, et là on a plutôt un moment en zigzag, on va y revenir, mais c'est toujours extrêmement intéressant, donc merci du fond du cœur à toutes et tous. On attaque donc avec bien sûr le point sur la saisonnalité. On le sait, on est sur un moment où c'est un moment qui correspond, alors pour moi on a un début d'année qui ressemble beaucoup aux statistiques, c'est-à-dire un mois de février un petit peu en zigzag, pas forcément catastrophique, mais un petit peu en zigzag, un petit peu plus difficile sur la tech, on le voit là aussi, et c'est la réalité pour le moment. On a effectivement sur le secteur tech
Alors pas sur tout le secteur tech, mais on a certains pans du secteur tech, évidemment notamment les softwares qui sont en difficulté, on va y revenir. Et donc, ce qui fait qu'on a effectivement ce zigzag où on a plutôt, pour le moment, plutôt un mouvement effectivement de légère baisse, pas aussi que ça paraît impressionnant, attention, hein, mais c'est pas, il n'y a pas énormément de volatilité entre un bas et un haut. Mais pour autant, quand même, ça ressemble un petit peu à ce que l'on voit lorsqu'on va dans le détail, notamment sur le Dow Jones. Bon, on a un petit peu, grosso modo, ça. Si on va dans le détail sur le Nasdaq, c'est également vrai. On a vraiment ce sentiment de zigzag auquel on était préparé. Puisque s'il y a bien un scénario qu'on avait proposé, nous tous ici, c'était bien celui-ci. Donc, quelque part, si vous regardez ces vidéos toutes les semaines, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, et je vous en remercie, bien sûr, c'est pas forcément un scénario. Ce qui se passe en ce moment n'est pas forcément surprenant. Il y a toujours des surprises, hein, comme le fracassement sur certains secteurs, comme les softwares, encore une fois. Mais bon, si vous voulez, cet effet yo-yo, là aussi, on l'avait quand même plus ou moins anticipé. Et on savait qu'on arriverait peut-être sur un marché qui aurait un petit peu plus de difficultés à avancer. Et encore une fois, c'est tout à fait légitime et ça n'appelle pas du tout, en tout cas à ce stade, à un crash ni à une baisse majeure des marchés. On n'en est pas là, du moins pas encore. Sur le CAC 40, eh ben lui, on le disait ça aussi, le CAC 40, on disait c'est plutôt une période où le CAC 40 est un petit peu plus fort que ses amis américains, et on le voit d'ailleurs encore ce matin, qui fait un nouveau plus haut historique. Alors vous allez me dire, il avait tellement de retard que, c'est vrai aussi, mais on le voit, il est quand même porté aussi par, bien sûr, des secteurs qui sont moins représentés dans les indices américains, comme, bien sûr, l'énergie, bien sûr, hein, Total Energy, on le verra, qui porte aussi ce CAC 40, les bancaires qui portent aussi ce CAC 40, voilà, des secteurs, les utilities aussi, qui portent aussi avec Veolia notamment ce CAC 40. On a des secteurs qui étaient des secteurs dits, entre guillemets, faibles il y a quelques mois, et qui sont aujourd'hui dans la rotation, qui avait déjà d'ailleurs démarré, vous le savez, en 2025, on en a beaucoup parlé, et qui on est maintenant, pour moi, on n'est plus dans le début de rotation comme certains décrivent sur les réseaux. Pour moi, on est en plein cœur de la rotation. La rotation, elle a démarré déjà l'année dernière. Donc, on a simplement une continuité de ce qu'on avait vu sur, je dirais à partir de l'été 2025. On a cette continuité-là, simplement là, actuellement, ça tourne à plein régime. Donc, c'est hyper intéressant, si vous voulez, ce qu'on voit actuellement. On a bien sûr, énormément de publications, ce qui fausse aussi le sentiment que vous pouvez avoir entre une performance indicielle et la performance de votre portefeuille, parce qu'évidemment, si vous avez par exemple une ligne de 15% de Dassault Systèmes depuis un mois que vous conservez, ça vous plombe votre performance. Donc il faut aussi dissocier la performance des indices 1 à 1 et la performance des actions 1 à 1. Je vois par exemple, il y a 48 heures, vous aviez le CAC 40 qui avait fait quasiment plus 1 de performance sur la journée, et vous aviez un gros tiers des actions à l'intérieur du CAC 40 qui était baissière, qui était rouge, qui avait fini la journée rouge. A contrario, hier, vous avez le CAC 40 qui à un moment donné faisait quasiment moins 0,8, moins 0,7, quasiment moins 1, et vous aviez quand même un gros tiers qui était vert. Donc, mais ça, c'est dû aussi à la volatilité qui est causée par les publications et qui viennent potentiellement plomber. S'il y a une action ou deux qui sont un peu pondérées, un peu fortement sur les indices, vous avez les indices qui souffrent plus. C'est ça aussi le jeu des pondérations. Quand tout va bien, quand les grosses pondérations vont bien, qu'elles ont des belles publications, vos indices explosent. A contrario, quand ils baissent, vos indices, ils sont plus en difficulté, alors qu'à l'intérieur, tout ne va pas si mal. Faut prendre du recul, regarder simplement la valeur de l'indice et la performance de l'indice. Pour moi, c'est une erreur. Il faut aller dans le détail, surtout dans des moments comme cela. On va être encore une bonne semaine prochaine dans les publications, et après ça va se calmer un petit peu plus, même si on en aura bien sûr d'autres au mois de mars, mais elles correspondront plus à des publications, je dirais, de mid and small, ou d'entreprises un petit peu moins connues. Donc potentiellement, elles auront un petit peu moins d'impact. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes. C'est pas parce qu'une action n'est pas liquide qu'elle n'est pas intéressante, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit sur les réseaux. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le marché dans sa globalité va un petit peu moins les regarder, évidemment. Donc le marché est avant tout actionnaire des grosses capitalisations, bien entendu.
Donc voilà pour bon, ce petit tour d'horizon. Et puis donc voilà, le petit train fantôme pour dire que, encore une fois, quelque part, ce titre, cette semaine, hein, c'est un petit peu le on va dire le paradoxe. C'est-à-dire que, encore une fois, vous avez des actions qui, enfin plutôt des indices qui, encore une fois, se tiennent très bien. Hein, même les indices américains qui, pour moi, sous-performent, c'est pas pour moi, c'est la réalité, sous-performent depuis 6 mois, y compris avec la baisse du dollar, si on ajoute la baisse du dollar. Et pour autant, donc même s'ils sous-performent, ils sont quand même sur leur plus haut à quelque chose près, donc ils sont quand même sur des... Voilà, on est quand même proche des plus hauts, donc on va dire que ça tient. Pour autant, à côté, quand vous regardez encore une fois action par action, ben, vous avez certains massacres aux États-Unis, bien entendu, mais également en Europe aussi. Hein, et on reverra avec un certain nombre d'actions ici. Donc le CAC 40 à la Bourse de Paris... Donc la bourse de Paris a marqué une pause, donc hier, après 3 séances de hausse consécutives, le mouvement s'apparente à une consolidation logique de très très court terme. La preuve, ce matin, on fait un nouveau plus haut. Donc voilà, pour le moment, pour moi, le CAC 40, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est haussier, point à la ligne. On le verra de manière... plus précise, mais vous verrez que chaque repli sur la moyenne mobile à 10 jours a été payé. Et tant que vous avez ça, c'est vraiment le signal d'une force. Alors, ça veut pas dire que c'est hyper directionnel, que c'est un rouleau compresseur, etc., comme on a pu voir par certaines périodes, mais ça veut dire que c'est ferme et que c'est solide. En toile de fond, bien sûr, malgré tout, malgré cette solidité, si vous voulez, le marché reste nerveux sur les valeurs exposées au risque de disruption par l'IA depuis, bien sûr, le mois de février. L'annonce d'un nouvel outil d'intelligence artificielle anthropique a ravivé l'idée que certaines tâches facturables pourraient être automatisées plus vite que prévu. On parle de 18 mois, hein, j'ai vu, je sais plus si Elon Musk ou hier dans un article qui disait 18 mois. Absolument délirant. Cette séquence a été suffisamment marquante pour déclencher une sanction bien sûr immédiate sur beaucoup de dossiers sensibles, notamment Capgemini, Dassault Systèmes, Publicis et Téléperformance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu ces dernières semaines, qui ne s'est pas arrêté. Il y a eu quelques rebonds, on le verra, hein, très léger, notamment avec Dassault Systèmes et d'autres. Mais enfin, pour le moment, effectivement, c'est quand même relativement léger en termes de rebond. Ensuite, on a bien entendu le plan international, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les tensions entre l'Iran et les États-Unis se sont nettement ravivées, après des discussions jugées peu concluantes et des signaux politiques plus durs, côté américain. D'ailleurs, Donald Trump, je crois, a donné un délai de 10 jours à l'Iran pour signer un accord sous peine d'agir. Et on sait que pour le coup, contrairement à ce que beaucoup disent, que Donald Trump, en général, sur ce genre de choses-là, ne bluffe pas trop. Dans le même temps, l'annonce d'exercices militaires iraniens avec la Russie a renforcé la perception du risque, conséquence immédiate en bourse, bien sûr, forte. Rotation, on l'a vu hier, notamment avec Thales, qu'on verra dans la vidéo, vers les valeurs de défense portées par un repricing de la prime géopolitique. Plusieurs grands acteurs européens et américains ont enregistré des hausses marquées. Donc voilà, globalement, le contexte dans lequel on vit. Pour moi, si vous voulez, ces dernières semaines, on est porté par ces trois éléments-là. Donc d'abord, évidemment, l'événement sur l'IA et les conséquences de l'IA. Deuxième, le plan géopolitique. Et bien sûr, troisième, les publications, encore une fois, qui sont venues dicter, encore une fois, un certain nombre de performances. Palo Alto ici, avec mon ami Quality Stock, voilà, bonne publication, on ira voir dans le détail, hein. Là aussi, le biais financier qui a fait une publication sur Legacy Education, vous avez Airbnb aussi, donc voilà, FDJ, notamment par l'analyste curieux, voilà, toujours des infographies sympas à regarder, ça me permet de leur faire un petit peu de pub bien sûr aussi, parce que c'est un travail de qualité, puis ça permet bien sûr aux lecteurs d'avoir tout sur une seule fiche, de manière lisible, quand on est un peu feignant, quand on a un peu la flemme d'aller voir tous les résultats, quand il y a comme ça un nombre incalculable tous les soirs, bon, ça permet voilà, d'un coup d'œil d'avoir accès très rapidement un petit peu à l'essentiel, et puis l'essentiel n'est pas terminé, puisque bien sûr,
la semaine prochaine, on va avoir un grand nombre de publications. Je vous ai mis l'essentiel ici, je vous le remettrai sur les réseaux ce week-end. Mais voilà, vous allez avoir... Alors, pensez toujours à aller vérifier sur différents sites, parce qu'il y a des modifications, etc. Mais la semaine prochaine, voilà, on aura Edenred, Forvia, Walter Kluwer, tiens, qui a beaucoup souffert. On aura Worldline aussi, on aura Eiffage, on aura Engie, AXA. Veolia qui arrive, donc là aussi ça va être intéressant de regarder, Syensqo, voilà, Téléperformance, bref, Recticel aussi, une action que je suis pas mal en Belgique, qui sont intéressantes. Donc voilà, un petit peu ce qu'on aura, très peu de dividendes. Donc vous ne devriez pas avoir beaucoup de surprises sur les détachements la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, encore une fois, on évolue dans un contexte où, on le sait, encore une fois, on est sur un marché qui est topiche. Alors topiche, ça veut pas dire qu'il va se cracher, pas du tout, ça veut dire un marché qui plafonne. Topiche, ça veut dire un marché qui plafonne. Donc, toute la question est de savoir, est-ce que cette espèce de biseau ascendant là qu'on peut identifier va continuer à progresser ou pas? Ça, c'est difficile à savoir. Ce qui est étonnant, et ce qui a changé il y a très peu de temps, encore une fois, c'est ici, bien effectivement, le panier, donc l'IVG, c'est le panier de pur logiciel, éditeur, logiciel d'entreprise, etc. Panier qui a beaucoup souffert. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quand même depuis 2010, je pense que ça devait même dater d'avant, mais ça faisait 16 ans quand même qu'on avait une quasi parfaite corrélation entre la performance du Nasdaq et la performance, bien entendu, des logiciels tech. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, on a une décorrélation de ces performances, puisqu'on a l'IVG donc, qui a fortement baissé, qui est passé d'une valorisation de 120 à 80, donc une baisse de 30% en moyenne. Et puis, on a le Nasdaq qui, oui, a un petit peu corrigé, mais qui est quand même sur ses plus hauts. Donc, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est qu'on a de plus en plus de décorrélation. On a de plus en plus un Nasdaq qui refuse, sous prétexte que l'IA va tout changer, que l'IA, c'est le seul, finalement, c'est ce que price le Nasdaq. Le Nasdaq price le fait que l'IA va être le seul moteur de la croissance à venir sur la tech, quasiment. Donc, j'entends ceux qui y croient, parce que pour moi, il y a une part de vérité. J'entends aussi ceux qui disent que ça va un peu trop loin et c'est un peu trop exagéré. Et la vérité, malheureusement, vous comme moi, on ne la connaît pas. J'entends, j'écoute avec attention, comme vous, j'imagine, et je lis aussi beaucoup d'articles sur les sujets. Personne n'est d'accord. Et qu'en général, quand personne n'est d'accord, c'est que personne, en réalité, en sait quelque chose. C'est l'avenir qui va nous dire si véritablement on est revenu sur un niveau d'achat, comme on le voit ici, vous voyez, c'est les plus hauts de 2021 et les zones de repli ici, 2023, 2024, etc. Voir si ça va être une opportunité d'achat majeure sur les softwares, et on va avoir un minimum un rebond, voire plus si affinité, ou, eh bien effectivement, le Nasdaq va finir lui aussi par plier. On est dans une situation d'ailleurs, je vais revenir en arrière, qui ressemble beaucoup, j'en ai parlé sur les réseaux, qui ressemble beaucoup, pour moi, dans le narratif, à ce qui s'était passé en 2021, fin 2021, début 2022, où on avait, si vous voulez, un S&P 500 et des indices américains qui ont plafonné pendant des mois, on le voit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, globalement. Non, c'est en semaine, pardon. Ça doit être un petit peu plus, un petit peu moins de 8 mois, ça doit être 4 ou 5 mois. Là, on est un petit peu plus quand même, on est presque à 6 mois. Et on avait eu, si vous voulez, pendant cette période-là, des actions qui, une à une, notamment américaines, avaient décroché. Décroché en tout simplement en effaçant les hausses qui avaient été absolument spectaculaires. Je pense à des actions comme Zoom, etc. Ceux qui s'en souviennent, qui tradaient dans cette période-là, s'en souviennent, des gonflements de valorisation qui avaient été énormes. Et malgré ça, les indices étaient restés très hauts pendant des mois et des mois. Et finalement, ils étaient quand même venus à attaquer un marché baissier qui n'avait pas été très très long, qui avait duré 1 an et demi, 2 ans globalement, et qui avait permis de dégonfler un petit peu les valorisations avant ensuite donc de repartir. Voilà. Donc la question, bon, est-ce qu'on va retrouver le bas de canal et qu'on va avoir une baisse de 20%? C'est possible. Maintenant, même si on le fait déjà, ça ne remettra pas en cause la tendance haussière. Ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Deuxième élément, on n'est pas obligé d'y aller d'un trait, comme ici en avril, où voilà, on peut y aller un petit peu comme ça,
en escalier et avoir finalement 2 à 3 ans de zigzag un peu en attendant que les valorisations se tassent et que les résultats d'entreprise viennent corriger cette évaluation des marchés un petit peu élevés. Moi, vous le savez, c'est un petit peu plus mon scénario qu'une baisse majeure, sauf si évidemment on a, voilà, encore une fois, comment dirais-je, un événement qui fait que effectivement, tout à coup, le marché se met à pricer autre chose et panique. Bon, ensuite, vous avez quand même, voilà, là aussi, n'oublions pas qu'on n'est pas sur les niveaux de bulle, notamment de 2000, mais enfin, on est quand même très cher. Ici, vous avez le Shiller, qui est une sorte de ratio de valorisation du marché US, qui est en réalité les prix divisés par les bénéfices, en gros, réels, corrigés de l'inflation. Et voilà, on voit qu'on est quand même... Voilà, alors, bon, ça aussi, ça peut être critiquable et critiqué, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un bon nombre d'indicateurs de valorisation qui nous indiquent qu'on est quand même pas en bulle, mais on est quand même sur des niveaux assez élevés par rapport à la moyenne. Alors j'entends aussi qu'on est peut-être sur des changements de choses, etc., que cette fois-ci est différente, etc. Je veux bien l'entendre, même si je suis pas complètement d'accord, mais je veux bien croire qu'il y a une partie de vérité quand même. Pour autant, on est obligé d'avoir l'humilité, je crois, et le recul nécessaire de se dire, malgré tout, on est un petit peu cher. Voilà. Et puis, là aussi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand je lis certains novices sur les réseaux sociaux qui nous expliquent que Warren Buffett, qui réduit massivement les lignes de son portefeuille, qui a jamais eu autant de cash, Warren Buffett, qui a encore réduit Amazon de 77%, alors c'était pas une grosse ligne, faut quand même le dire, mais qui a quand même encore réduit Apple, Bank of America, alors que lui, bon, c'est quand même une position. Et Berkshire Hathaway, donc, n'a jamais été aussi cash. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, notamment, les jeunes investisseurs disent, ouais, mais il est has-been. Berkshire Hathaway, c'est has-been. Warren Buffett est has-been, etc., etc. Ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Ça m'inquiète un petit peu et je suis de plus en plus inquiet par rapport à ça. Voilà. Bon, là, c'est un sentiment personnel. Ni plus, ni moins. Vous avez le droit d'être comme moi ou de ne pas l'être. C'est pas très grave. Mais en tout cas, moi, quand on commence à se moquer des gens qui font du cash sur les réseaux sociaux, et notamment des investisseurs tels que Warren Buffett, j'ai tendance à être, pour ma part, un petit peu plus prudent. Ma conclusion, à titre personnel, c'est que oui, bien entendu, on peut continuer de monter, mais pour moi, si on continue de monter dans le même rythme, il n'y a pas un potentiel de ouf devant nous, sauf scénario de bulle. Je pense qu'on va s'orienter plutôt à un moment donné, dans les années à venir, peut-être dès maintenant, ça j'en sais rien, mais en tout cas, au moins dans les années à venir, je pense qu'on va s'orienter vers un marché, encore une fois, qui pourrait être un petit peu plat. Ce sont des cycles logiques, encore une fois, des marchés financiers. Ici, on a connu des 23 ans de plat dans les années 40, on a connu 14 ans de plat dans les années 70, on a connu 13 ans de plat dans les années 2000. Et puis derrière, on a attaqué des gros bull market. Il faut juste le savoir, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs dans la semaine sur notamment l'impact du DCA, etc., etc. Ce qui est assez inquiétant, c'est que il y a beaucoup de positions, si vous voulez, qui sont inquiétantes, notamment bien sûr celle-ci. Bon, voilà. Après, on verra si éventuellement, si éventuellement c'est un signe. En fait, vous avez très peu de short aujourd'hui comparé à ce que ça a pu être par le passé. Généralement, le marché aime bien aller chercher des liquidités. Donc, quand vous avez beaucoup de short, vous avez un marché qui a tendance à monter. Quand vous en avez très peu, vous avez un marché qui potentiellement pourrait au moins avoir une période, et je pense qu'on peut être dans cette période-là un petit peu de zigzag. Voilà. Donc là aussi, un marché bullish, on l'a dit, il y a d'autres indicateurs, voilà, c'est le Bull Bear Indicator depuis 2022, on sait que c'est pas forcément des zones hyper intéressantes. Là aussi, c'est l'effet de levier, on voit que l'effet de levier, on revient pratiquement sur des niveaux de 2021, 2007 et 2000, donc il va falloir faire attention. Je vois de plus en plus de vidéos, moi, sur les YouTube, etc., qui mettent en avant les trackers à levier, les x2, le x2 Nasdaq, le x2 S&P. Ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Je vous le dis, comme je le pense, ça me gêne. Voilà.
Donc faites attention, s'il vous plaît, à ça. Privilégiez les portefeuilles équilibrés. Vous avez à votre disposition gratuitement le portefeuille Forteresse. Allez voir. Ce sont des portefeuilles qui sont beaucoup plus équilibrés. Si le marché baisse, ils baisseront aussi, mais ils baisseront avec beaucoup moins d'intensité qu'un levier 2 sur le Nasdaq. Très intéressant également ce graphe-là, vous l'avez présenté, qui continue de se retourner. C'est le graphe tout simplement d'un ETF value contre un ETF tech, grosso modo. Très intéressant de voir que voilà, on a une espèce de bottom, de tasse avec anse qui est en train de se former. Donc, est-ce que c'est là aussi la rotation suivante, c'est-à-dire la rotation de la tech, de la croissance, tout simplement vers la value? Moi, je le pense, je le crois. Et il y a d'autres éléments que je vais vous donner en suivant qui me le font penser. Évidemment, on est toujours sur un taux d'emploi qui baisse, ou plutôt un chômage qui augmente. Donc là aussi, on le sait, il y a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques qui se sont mis à chuter. Et en général, derrière, même si ça peut mettre un petit peu de temps, et que ça met plus de temps, c'est vrai, que ce qu'on a vu par le passé, ça ne veut pas dire que c'est mort, c'est juste de la latence. Pour le moment, moi, je n'écarte pas du tout le scénario, vous le savez, de récession, y compris aux États-Unis. Nous verrons. Tout ça aussi est bien sûr encadré par la performance exceptionnellissime et la pondération exceptionnellissime des 7 magnifiques qui, eux aussi, plafonnent depuis 6 mois. Voilà, là aussi, depuis, vous êtes grosso modo sur un range depuis le mois d'août. Voilà, range auquel on s'attendait, donc là aussi, il n'y a pas de surprise. Est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aura des choses à faire? Oui, c'est la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, le secteur de l'énergie notamment, d'ailleurs, qui avait été un secteur très fort lors de la baisse des marchés fin 2021, début 2022, y compris les marchés US, le secteur énergie avait été très fort, avait été revalorisé par le marché un petit peu. À cette époque-là, on le voit ici, il était tombé, voilà, et on l'avait un petit peu revalorisé 2021-2022. Et là, on est retombé sur des niveaux très bas. Je pense que c'est un secteur qu'il faut observer de très près, d'accord, énergie, matières premières, etc., etc. Et donc là aussi, je pense que le marché est en train de faire sa rotation. Les values, évidemment, comme on l'a dit, sont concernés, et que, on a potentiellement une surperformance des fonds actifs qui va revenir ici en bleu, au-dessus, probablement, des fonds passifs. Tout simplement parce que, pour moi, on est dans une corrélation où on pourrait avoir, encore une fois, la description parfaite de ce qu'on avait vu dans les années 97, 98, 99, 2000, c'est-à-dire un marché un peu en zigzag. Je ne sais pas s'il va durer autant de temps. Je sais que la 3e année des élections électorales américaines est une année pareille en zigzag avec même parfois un peu de correction. Je sais également que par rapport au VIX, comme on vous l'a dit, la 3e année, on sait que le premier tiers de l'année, vous le savez, est une année où le VIX est un tiers où le VIX baisse, donc potentiellement les marchés se tiennent, mais que malheureusement, après le mois d'avril, on a souvent un petit peu plus de volatilité et donc potentiellement beaucoup plus de zigzag et potentiellement un petit peu plus de baisse sur les marchés. Voilà, donc pour moi, on vit aujourd'hui ce qu'on quelque part, on s'est préparé depuis des mois et des mois. C'est particulièrement intéressant pour les stock pickers, évidemment, parce que vous avez des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Je reviens pas sur les utilities, on en a tellement parlé des utilities que, évidemment, la performance que l'on voit sur des actions comme de Richebourg, Convera, Veolia, etc. ces derniers mois, elle surprend tout le monde, sauf vous qui suivez ces vidéos, parce que on a vu les rotations sectorielles s'exercer déjà l'année dernière. Donc, on savait qu'on aurait potentiellement des choses qui seraient réévaluées sur ce début d'année 2026, voire peut-être même encore tout le reste de l'année 2026. On savait aussi, notamment que des actions sur le secteur de l'énergie, alors Total, c'est l'épouvantail, mais d'autres en dessous, je parle souvent de Valourec, vous savez, etc., Viridien, etc. On savait que ces valeurs-là aussi allaient à un moment donné se réveiller. Et c'est ce qu'on a ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. La surprise, c'est de ne pas avoir préparé et de se dire, mince, purée, comment ça se fait que malgré des valorisations qui ont baissé sur la tech, on continue de baisser encore et encore. Voilà. C'est ça la surprise. Donc tout ça est, si vous voulez, un contexte d'ensemble dans lequel il faut prendre du recul et aller chercher les secteurs qui, eux, continuent de performer. Je pense que le marché va continuer à aller vers les secteurs qui performent. Voilà.
D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous avez la newsletter dans laquelle vous avez encore une fois le suivi du portefeuille Forteresse qui a été ouvert le 5 novembre 2024. Il y a un peu plus de un an et demi, ouais c'est ça, un peu moins d'un an et demi, et qui a une performance exceptionnellissime de 14% sans taux de change. Donc voilà un petit peu, bien sûr, la newsletter, elle est totalement gratuite. La question de la semaine. Alors, je vous avais promis, c'est une super question qui m'a été adressée. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement parce que j'ai déjà répondu à cette question-là. Mais je suis content qu'enfin il y ait des gens qui se la posent. Et c'est une question de Nathan. C'était, je crois, sur Twitter, cette question-là, qui dit, j'ai une question. En ce moment, il y a plein d'opportunités dans la tech, c'est pas faux, hein, du moins il y a plein de recul dans le secteur tech, on en verra dans cette vidéo encore une fois dans le détail. Je voudrais acheter car son prix me convient, hein, voilà, je pense qu'il va y avoir, mais je pense qu'il va y avoir une baisse du marché bientôt. Donc la question, si l'on achète des actifs sous-évalués et puis qu'il y a une baisse du marché global, donc des indices en fait, hein, sans que ce soit un crash, si on choisit une action solide et effectivement sous-évaluée, elle se fera quand même taper par la baisse ou est-ce qu'elle est épargnée car plus de place de baisse? Alors, d'abord, c'est difficile comment dirais-je, de prendre un cas individuel. Je ne vais pas prendre une action de manière individuelle parce que ce serait soumis à débat et on peut toujours discuter, etc. On vit dans un monde où, effectivement, dans un monde qui est mondialisé, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu je pense que j'aurais pas eu le même discours il y a 10 ou 15 ans où les ETF n'étaient pas aussi présents, aussi démocratisés, etc. Donc, il faut toujours avoir en tête que les ETF, déjà, ne font qu'accentuer ce que je vais vous dire ici. Bon, premier élément, pour moi, hein, encore une fois, c'est ma vision, je peux me tromper, et elle ne concerne que moi, et vous avez le droit, encore une fois, de pas être d'accord. Et vous avez le droit aussi en commentaire de donner des arguments supplémentaires pour pouvoir aider Nathan à prendre des décisions. Moi, j'essaie toujours de faire les choses avec simplicité, si vous voulez, parce que pour moi, la complexité est l'ennemi du bien. Regardez la valorisation globale d'un pays ou d'une zone géographique par rapport à son histoire, c'est la première étape. C'est-à-dire d'abord, ok, je vais investir sur une action américaine, pas de problème. De manière très générale, comment sont valorisés les États-Unis aujourd'hui? Quand je regarde la valorisation des États-Unis aujourd'hui, à 5 ans, on est cher, à 10 ans, on est très cher, à 20 ans, on est très cher. Voilà. Lorsque je regarde aussi dans le détail, on voit que on est là aussi sur 20 ans, vous voyez. On est pas sur 20 ans, pardon, là c'est depuis 1980, donc on a vraiment du recul. On est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont très chers. Voilà. Ok, j'entends encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, que le monde a changé, on n'est pas en 1880, ni même en 1980, ni même en 2000. Je veux bien le croire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de sujet là-dessus, je suis assez d'accord même. Malgré tout, on ne peut pas, pour moi, ignorer ça. Pour moi, fermer les yeux sur ce graphique-là, c'est se mettre en danger. Voilà. Donc, première étape à faire, regardez la valorisation du pays de manière générale. Ensuite, vous allez regarder le secteur où vous voulez aller chercher votre entreprise. Exemple, si vous voulez chercher une entreprise dans le secteur santé, vous allez regarder les valorisations à 5 ans, à 10 ans et à 20 ans. Sur le secteur de la santé, à 5 ans, on est dans les prix. À 10 ans, on est un peu cher. À 20 ans, on est très cher. C'est mieux que d'aller chercher dans le secteur tech, où vous êtes très cher à 5 ans, très cher à 10 ans et très très cher à 20 ans. Voilà. Et enfin, troisième élément très important, c'est regarder la pondération de votre entreprise à l'intérieur des indices majeurs, S&P 500 ou un ETF World. Et là, vous y avez accès, bien sûr, soit directement dans les ETF concernés, soit directement dans les indices concernés. Et vous allez regarder le détail et vous allez regarder les pondérations. Parce qu'évidemment, plus une action va être pondérée, par exemple, si vous dites Nvidia, aujourd'hui, c'est pas si cher que ça. Et c'est pas faux de le dire. Honnêtement, c'est pas faux. Aujourd'hui, moi, les gens qui me disent Nvidia, c'est pas si cher que ça, je suis assez d'accord avec eux. Ou même Microsoft. Les gens qui me disent Microsoft par rapport à l'historique de Microsoft, c'est pas si cher que ça. Je suis assez d'accord avec ça. La problématique, c'est que le marché américain dans son ensemble est cher, le secteur tech dans son ensemble est cher, et Microsoft ou Nvidia ont des pondérations de plus de 5% dans les indices. Ça veut dire que si à un moment donné, votre
S&P 500 ici baisse de 5%, vous aurez dans ces 5% une majeure partie des Microsoft et des Nvidia qui seront vendus. Et donc, il y aura de l'impact dedans. C'est là qu'il faut comprendre. A contrario, vous avez d'autres secteurs, on l'a vu précédemment, comme l'énergie et tiens, les services aux collectivités. C'est la raison pour laquelle ces deux secteurs, comme de par hasard, sont les secteurs forts de ce début d'année, comme de par hasard, parce que ce sont les secteurs qui sont le moins représentés. Et donc, quand vous avez effectivement des indices qui ont du mal avec les 7 magnifiques qui sont surpondérés à avancer, et bien à contrario, vous avez des valeurs qui sont très peu pondérées dans ces ETF-là, qui, elles, progressent. Sans avoir d'impact d'ailleurs sur les indices, ou très peu. Mais elles progressent. Donc effectivement, si dans ce début d'année, vous avez des actions dans ces secteurs-là qui sont très peu pondérées dans les indices, et potentiellement des actions qui sont sous-valorisées par rapport à leur historique, etc., eh bien bizarrement, depuis le début de l'année, vous avez des super performances. Donc pour te répondre, Nathan, et c'est encore une fois, c'est moi ma vision des choses, il faut faire cette analyse en 3 temps. Et ensuite, essayer de trouver, si possible, des actions qui sont pas chères dans les secteurs qui, eux, sont à la fois les moins valorisés, mais à la fois les moins présents. C'est contre-intuitif, je sais, mais à la fois les moins présents dans les indices. Comme ça, vous ne subissez pas la corrélation avec les indices. Quand les indices baissent, vous ne subissez pas la baisse des indices. Parce que là, ce qu'on a peur, en fait, quand le message de Nathan, en fait, il est clair. Il n'a pas peur de la hausse des indices, il a peur de la baisse. Donc, partant de ce principe-là, qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, on n'en sait rien, ni lui, ni moi, ni personne, partant du principe que les indices peuvent baisser, comment moi je vais subir le moins d'impact possible sur mon portefeuille? Eh bien, il va falloir aller chercher les valeurs à la fois sous-valorisées, dans les secteurs sous-valorisés et dans les secteurs les moins représentés. Et les meilleures valeurs potentiellement, effectivement, pour avoir le plus de delta et le plus de marge de sécurité. Voilà Nathan, j'espère que j'ai répondu à ta question. On passe bien, à l'analyse désormais du CAC 40. Alors, le CAC 40, nouveau plus haut historique. Nouveau plus haut historique, exceptionnelissime. Donc voilà, je refais l'analyse, mais vous la connaissez. On est haussier en unité de temps hebdomadaire, mensuel, pardon. On est haussier en unité de temps hebdomadaire. On est haussier en unité de temps, également journalière. On attendait un repli avec une congestion. Elle a eu lieu, mais elle a été très très courte. Et donc derrière, on a fait un nouveau plus haut. Hop là, je remets un petit peu. Voilà, donc on suit parfaitement le scénario. Regardez là aussi, voilà, regardez les appuis M10, exceptionnelissime, appui M10, appui M10, appui M10, appui M10. Voilà, tant que vous avez ça, vous avez évidemment, donc le scénario qui tient, on fera évidemment attention, comme d'habitude, à cette zone-là, qui sera une zone pour moi où les vendeurs vont tenter des choses. Donc pour moi, voilà, j'ai les 8005 en ligne de mire, vous le savez. On l'a répété, c'est vrai que peu y croyaient. On avait, nous, cette conviction, parce que si vous voulez, c'est les graphiques qui nous donnent la réalité des choses. Voilà, moi, je pense qu'on en est là. Je pense qu'on peut pousser encore. Je pense qu'on peut même faire un truc comme ça. 8005, 8006, juste attention. On fera attention dans toute cette zone-là, parce que ici, voilà, si je grossis un peu le trait, on peut avoir effectivement un point de retournement, mais pour le moment, c'est pas le cas. Tant que vous êtes au-dessus de la M10, il faut continuer, et c'est ce que je martèle semaine après semaine, que j'ai martelé semaine après semaine, mois après mois, et je continue de le faire. Tant que vous êtes au-dessus de la M10, il faut continuer de chercher des achats. Maintenant, il faut le faire intelligemment, en allant chercher des valeurs décotées, des valeurs qui commencent à se retourner, des valeurs oubliées par le marché, des valeurs massacrées par le marché en 2025, etc., 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 bien entendu. Au niveau du small, c'est le paradoxe. Le small, lui, je ne vais pas dire qu'il sous-performe, mais si, je vais le dire, il sous-performe. Et donc, voilà, lui, c'est le plus sensible pour le moment, car on le voit, lui, le paradoxe, c'est qu'il a été très fort et qu'il est en baisse. Il a baissé de 5%, et là, il fait un rebond. On a cassé ce canal haussier. Et là aussi, lorsque je me mets en unité de temps mensuel, n'oubliez pas que pour moi, on est ici dans la fabrication de quelque chose. D'accord? Comme on a eu la fabrication là, comme on a eu la fabrication là, comme on a eu la fabrication là, comme on a eu la fabrication là. Donc là, pour moi,
on est dans une figure topiche, d'accord? Alors, topiche, ça ne veut pas dire que ça va casser par le bas. On peut aussi faire une figure topiche, voilà, qui finit in fine par casser par le haut. Mais pour moi, sur les small caps, on peut avoir un petit peu de zigzag pendant quelques semaines, quelques mois. Donc faire attention, là aussi, on commence à revenir sur des niveaux de valorisation un petit peu plus cohérents. Donc voilà, on verra plus tard. Mais pour le moment, il faut vraiment faire du cas par cas et ne pas se jeter sur n'importe quel small cap en se disant ça va continuer de monter de manière aveugle. Ensuite, action par action. Alors Air Liquide a publié une jolie publication. Air Liquide, nous, on en parlait, donc on disait que la zone à acheter, c'était la zone des 150. On n'a pas fait 150. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas investi dans Air Liquide. Bravo à ceux qui ont payé d'ailleurs le support en pointillé. Pour moi, c'était pas suffisant. Voilà. Bravo à ceux qui l'ont fait parce que du coup, ça fait un rebond. Alors, c'est pas un rebond extraordinaire, mais c'est quand même 12% pour du Air Liquide. C'est vraiment pas mal. Voilà. Pour moi, quand même, on est là aussi sur une figure. Voilà. Même si la publication est bonne et même si on a une belle réaction, voilà. Pour moi, ne pas omettre qu'on peut derrière voilà, avoir derrière des replis. Donc attention à ce niveau-là, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien à dire. Airbus qui suit à peu près parfaitement eh bien, le scénario qu'on avait. Hop, j'enlève ma moyenne mobile, ça ne sert plus à rien. Voilà, on s'attendait à un rebond et ensuite des consolidations. Bah, c'est ce qui se passe. Pour moi, là, on est sur, là aussi, une normalisation du titre qui va prendre du temps. Il n'y a plus grand-chose à faire sur Airbus, uniquement avec des achats sur repli, dans les zones éventuellement des 170, le support oblique aussi. D'accord? Donc voilà, Euronext, pareil, depuis qu'elle est rentrée dans le CAC, bah, elle fait plus grand chose. Voilà. Ah ben si, elle a quand même rebondi dans la zone. On parlait de la zone ici. Bah, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais. Ouais, elle est venue faire le pullback, donc ce qui a généré du rebond. Voilà. Et ouais, elle a quand même fait son rebond, hein, mine de rien. Je l'avais pas vu depuis un petit moment. Ouais. Donc voilà, donc oui, elle a fait le pullback, vous voyez, sur les zones là. Bon, il fallait être agressif hein, quand même. Mais malgré tout, même le rebond, vous voyez, pour moi, même le rebond là, qui est un rebond, ma foi, intéressant, je pense, d'ailleurs, hop, on a le plus bas là, ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'on s'oriente, on va ajuster tranquillement, hein, voilà, tout l'intérêt est d'ajuster. Voilà. Alors, on verra pour le haut. Mais je pense que voilà, on s'oriente potentiellement plus vers voilà, un biseau descendant. Ça finira pour moi par de la hausse. Donc la structure finira par casser par le haut et repartir à la hausse. Maintenant, est-ce que ce sera là ou plus bas, ça j'en sais rien. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Bon, pour moi, la première c'était la zone là, je vous l'avais décrite. La deuxième, elle est là. Voilà, grosso modo. En tout cas, surtout pas, c'est là où aussi où l'analyse technique a du sens. Ça permet de donner des repères. Ça ne prédit pas l'avenir, mais ça permet de donner des repères. Et on sait, lorsqu'on est plutôt à proximité du haut, bah, il faut plutôt alléger, à minima. En tout cas, il ne faut pas payer. Capgemini, bon, mes craintes se sont avérées, malheureusement. Et vous avez dit, voilà, moi, ça commencera à m'intéresser sous la zone, sous le plus bas ici d'avril. Et alors, on y est descendu, mais à une vitesse folle. Donc, pour moi, si vous êtes intéressé pour Capgemini, oui, c'est une zone qui peut être intéressante. Voilà, j'en démords pas. Soit, vous avez deux profils. C'est-à-dire, soit vous êtes quelqu'un, vous posez vos ordres dans les zones et vous attendez qu'elles s'exécutent et vous fermez l'ordinateur. Soit, une fois qu'on a touché les zones, vous attendez des signaux de retournement. C'est-à-dire, vous passez après dans l'unité de temps journalière et vous vous dites, ben moi, je veux, par exemple, repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Par exemple. Voilà. J'attends la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Et lorsque je fais ma première bougie de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, je décale un petit peu, voilà, ici, et bien à ce moment-là, hop, j'achète au marché. C'est pas forcément un signal hyper puissant, mais au moins ça permet de rassurer. Donc voilà pour Capgemini. Après, moi, j'en démords pas. Hein. Alors, quand je disais ça, là, c'est pareil. C'est toujours la même chose. Quand je disais ça, quand on était là, aux alentours des 200 euros, qu'est-ce que j'ai pas pris dans la tête? Mais voilà, encore une fois, l'opportunité, c'est la patience. C'est pas essayer de deviner ce qui va se passer, c'est impossible. Par contre, c'est la patience. Et là, effectivement, quelqu'un qui achète un petit peu aux alentours des 100, 105 et un petit peu aux alentours des 80, voilà, par là, on verra, hein, ça dépend de la vitesse de la baisse. Eh ben pour moi, quand même, il aura des prix quand même vachement intéressants sur Capgemini. Encore une fois,
Il faut quand même le pondérer dans un portefeuille, parce que tout peut arriver, y compris pour Capgemini. Donc il faut avoir un money management intéressant, intelligent, bien préparé. Mais pour moi, voilà, on revient là, par contre, sur des niveaux qui commencent vraiment à être intéressants pour long terme. Alors long terme, c'est 5 ans, 8 ans, hein, pas pour demain matin. Hein. Vous n'aurez pas le point bas. Hein. Quand on fait du long terme, l'objectif, c'est pas d'avoir le point bas, c'est pas du trading. Hein. D'accord ? Même chose pour Dassault Systèmes qu'on va voir après. L'objectif pour Dassault Systèmes, elle est là. L'objectif pour Dassault Systèmes, c'est pas d'avoir le point bas. Hein. Ne regardez pas ma position, c'est du trading. Mais pour moi, voilà, j'avais 2 zones que vous avez proposées, j'en démords pas. La zone des 20 euros, voilà, la zone des 20 euros, et la deuxième zone, elle est en dessous, c'est la zone des 11,45 €. Ce qui fait que si vous achetez un petit peu là, un petit peu là, ben vous allez avoir un prix, allez, je sais pas, qui va se situer en moyenne par là, aux alentours des 16 euros. Voilà, toute la question en fait que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Dassault Systèmes va faire ça et c'est mort? Dans ce cas-là, il ne faut pas investir. Ou est-ce que vous pensez que potentiellement, oui, elle peut continuer de baisser, mais qu'à long terme, ça finira de remonter? Et donc à ce moment-là, si c'est ça, ben, potentiellement, en 2035 ou en 2040, vous serez content d'avoir un prix par là. Bon, là, j'ai fait un scénario un peu... Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il vous faut savoir. Et encore une fois, il faut le pondérer, parce que Dassault Systèmes, tout est possible. Moi, j'ai vu des actions extraordinaires faire faillite. Dassault Systèmes peut faire faillite. Tout est possible. Tout est possible. Surtout avec l'IA, les nouvelles technologies, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le pondérer dans un portefeuille, ce risque-là. Voilà. LVMH, je vous avais dit, moi, c'était la zone des 500 qui m'intéressait, parce que c'était le retour sur le support oblique. Pour moi, ça tient. Pour moi, ça tient. Voilà, on attendait, c'était un journalier, je crois. On attendait la fabrication de la figure. Fabrication de la figure, voilà. On l'avait pile là, hein. Regardez, il y a l'analyse technique là aussi. Paf, gros rebond sur les 500. Petite, ce que j'aime bien, c'est petite, voilà, petite congestion là. Ça, c'est intéressant. Je pense que, voilà, là aussi, ça va m'intéresser de voir la structure. Et en fonction de cette structure, si on la casse par le haut, on relance et on va chercher les 8006, les 8007, les 8008 sur le CAC 40. Hein. Si on arrive, et sur LVMH, on va chercher cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 640. Contrario, cette figure-là casse par le bas, on lâche les 500, là, le CAC se replie de manière assez forte, et là, sur LVMH, on va chercher le niveau d'opportunité suivant, c'est-à-dire pour moi, ce niveau-là de prix, c'est-à-dire sous les 400, quoi, grosso modo. Ok ? Voilà. Alors, autant sur LVMH, je trouve que c'est pas si mal que ça. Autant sur Hermès, c'est pas la même figure, et pourtant, ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire que là aussi, on avait une figure un petit peu taubiche, en expanding flat. On a cassé, on fait le pullback, et on fait la congestion. Donc là aussi, même comment dirais-je, logique pour Hermès que pour LVMH. Pour moi, vous cassez les 2300, on a une relance sur Hermès et sur le CAC 40 par le haut. Vous cassez les 2000, qui sont les 500 pour LVMH, et derrière, vous avez un repli du CAC avec un retour sur les 1600 pour Hermès, qui sera pour moi d'ailleurs une première zone intéressante. Là, pour moi, c'est pas... Certes, Hermès, elle a beaucoup baissé, elle a baissé de 30%, pour moi, c'est pas suffisant pour avoir une belle opportunité. Voilà, c'est encore très cher Hermès. Donc pour moi, il faut une baisse supplémentaire là-dessus. Bon, ensuite, on a Vusion. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on dit sur Vusion, hein, parce que ça aussi, c'est toujours compliqué. Donc, Vusion. Moi, sur Vusion, j'ai pas changé, et c'est ce que j'ai partagé d'ailleurs aux abonnés de MTT. Aux abonnés de MTT, on avait la zone que vous avez proposée aussi, donc c'est la même zone. C'était la zone sous les 118. On avait dit sous les 118, je l'ai écrit, sous les 118, première zone d'opportunité, renfort supplémentaire. Si Vusion vous intéresse, si vous ne croyez pas en Vusion, vous n'achetez pas Vusion. Bon. Deuxième zone d'opportunité sous les 70. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on est passé sous les 118, d'accord? Voilà. Et donc, c'est là aussi où, voilà, par exemple, sous les 118, après, il y a eu un gros gap, et l'action a pris en 3 jours plus de 30%. Et donc là, j'ai pas de réponse, si vous voulez,
pour ça que là aussi, faut faire preuve d'humilité parce qu'il n'y a pas de règle en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté 78 sur Vision et qui ont vendu suite à la hausse. Tout ou partie. Et à la limite, pourquoi pas? Quand vous achetez à 118 une action et qu'en 48 heures, elle vous fait 30% de gain, que vous faites 3 fois la performance moyenne de S&P 500 en 3 jours, la performance annuelle, la question de vendre tout ou partie de votre position, elle est légitime, même si au départ, vous avez une position long terme. Bon. Donc, je ne critiquerai pas ceux qui ont fait ça. Après, vous avez aussi la position de ceux qui disent ben, moi, je suis long terme, donc même si elle fait plus 30%, je conserve et on verra plus tard. Car pour moi, même si elle peut aller plus bas, in fine, l'objectif, c'est qu'à terme, elle se retrouve beaucoup plus haut que 155. Pourquoi pas 200, pourquoi pas 240. Et vous savez quoi, eux aussi, ils ont raison. Donc, je trouve toujours déplorable, vraiment, je suis désolé de le dire, mais de voir des dons de leçons à tire-larigot sur les réseaux en disant il fallait vendre, il fallait faire ci, il fallait faire ça, et en faisant la météo de la veille. Parce que ça sert à rien en fait. Ça dépend tellement de votre profil, ça dépend tellement de votre personnalité, ça dépend tellement de vos stratégies, ça dépend tellement du pourcentage sur lequel vous êtes investi. Par exemple, quelqu'un qui a pris du Vision à 118 et qui était exposé à 100% sur son portefeuille long terme. Le lendemain ou le surlendemain, Vision, il fait plus 30. Bah, que lui, il l'allège ou qu'il vende en prenant ses bénéfices parce qu'il se dit, putain, moi je suis 100% cash sur mon portefeuille long terme, j'ai besoin de cash, je vends, je prends mes bénéfices, merci le marché, et je prends du cash pour aller éventuellement le réarbitrer ailleurs, ou plus tard si ça rebaisse, il a raison. La personne qui est investie très très peu sur un portefeuille long terme, qui a commencé à construire un portefeuille long terme, qui est investi à 10-15%, et il a ces 3% de Vision qui font plus 30, il se dit ouais mais ça n'a pas un gros impact, donc allez je garde et on verra plus tard, il a aussi potentiellement raison, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Mais pour moi, avant tout, ceux qui ont tort, c'est ceux qui donnent les leçons de dire il fallait faire ça, ou il fallait faire ça, ou vous avez eu tort, ou qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas du travail ça. Pas comme ça qu'on fait de l'investissement. De toute façon, je vais vous dire, la réalité des choses, on l'aura en 2029. C'est en 2029 qu'on saura si ceux qui ont acheté à 118 ont eu raison de vendre ou pas. C'est en 2029. Voilà. 2029, c'est pas pour demain quand même. D'accord? Donc, là aussi, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand même, vous avez plus de chances d'avoir des rebonds sur les zones clés. D'ailleurs, ça a été la preuve. Donc, c'est pour ça que j'investis toujours sur les zones clés. Et j'en partage énormément. Évidemment, beaucoup avec NTT, mais aussi beaucoup avec vous. C'est des zones que je trouve intéressantes. Souvent, elles marchent, mais pas toujours. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Des fois, ça marche. Sur Dassault Systèmes, par exemple, ça n'a pas marché. Voilà. Sur Vision, ça a très bien marché. Voilà. Mais en tout cas, c'est des zones qui, pour moi, à la fois techniquement et à la fois fondamentalement, ont plus de sens, parce qu'on revient sur des niveaux de valorisation plus intéressants. Pour autant, je n'oublie pas, et vous ne devez jamais oublier que même une action comme Vision, même une action comme Dassault Systèmes, même une action comme Microsoft ou Amazon, qui est mon action préférée, peuvent avoir fait un top historique et ne plus jamais remonter. On en a vu des dizaines et des centaines d'actions historiquement fantastiques qui n'ont plus fait derrière de plus haut historique. Donc ça aussi, vous devez pondérer ce risque-là dans un portefeuille. Voilà. Je ferme la parenthèse. De Richebourg, là par contre, on est évidemment très très content. De Richebourg qui... Voilà. Alors, de Richebourg. Bon, évidemment, on en avait parlé, vous le savez, c'était ma recommandation au mois de novembre. Derrière, on a fait 50%, 60% de gains, j'en sais rien. Attention, maintenant, sur De Richebourg. Tout le monde en parle, vous avez vu, tous les créateurs de contenu en parlent, c'est l'action à avoir, etc. Maintenant, moi, quand on en parle sur des niveaux de TP, premier niveau de TP, je commence à être inquiet. Voilà. J'avais deux objectifs. C'était l'objectif des 9 euros et quelques. Le deuxième, c'était l'objectif des 11 euros et quelques. Voilà, 11,50 €, bon voilà. Le premier a été tapé. Vous devez vous protéger, vous devez vous protéger, vous devez remonter le stop. Voilà. Vous avez une moyenne mobile, vous devez remonter le stop. Voilà, au fur et à mesure. D'accord?
le dernier plus bas, voilà, ok? Vous devez vous protéger, absolument. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur De Richebourg. La config est canon. On peut aller plus haut, bien sûr. Hein, on peut aller plus haut. Ça reste de la bourse. Hein, tout est possible. Évidemment qu'on est très content. Évidemment que je suis très content aussi parce que et je vous en remercie. Un nombre incalculable de messages sur De Richebourg parce que bon, je suis pas très content de ça, mais il y avait beaucoup avaient suivi la recommandation de novembre, donc ça a permis de faire de la performance très bien, mais pas d'enflammade. Voilà, là aussi, avoir de l'humidité. Il n'y a pas de certains, voilà, il n'y a pas de magie, il y a beaucoup de réussite aussi. Voilà, il y avait une config, la config elle a été validée. Je pense qu'on va avoir une news sur De Richebourg, je vous le dis. Je pense qu'on va avoir une news. Je pense que De Richebourg va annoncer un rachat de quelque chose. J'ai ma petite idée, pourquoi pas dans le secteur des services. On me dit que c'est un peu n'importe quoi, on verra. Moi j'ai cette idée-là en tête et je pense que d'ailleurs quand ils annonceront la news, le marché la vendra. Donc il faut faire attention là aussi. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas de signaux de retournement. On peut continuer à acheter. Du moins, on peut continuer à surfer sur la vague. Kering, donc je reviens sur le secteur du luxe. Donc secteur du luxe, on l'avait vu. Derrière le rebond, consolidation. Mais ce que j'aime beaucoup, en unité de temps journalière, c'est ça. Donc nous, on a un trade en cours d'ailleurs sur MTT. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la construction qui est en cours là. C'est plutôt pas mal, ça congestionne. Donc ça se surveille, ça j'efface parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà pour Kering, ça m'intéresse. Là aussi, alors elle a une configuration différente de LVMH et de Hermès, mais là aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Et pour moi, vous voyez, on a fait appui M200, appui M200, appui M200. Donc à moyen terme, tant que vous repassez pas sous les 240, 237, peu importe, il y a potentiellement quelque chose qui se construit. Voilà. Et là aussi, la cassure, si vous voulez, de ça, fera que éventuellement vous aurez, voilà, vous aurez un retournement par le haut ou une cassure par le bas, etc., etc. Donc pour moi, c'est de l'observation. Vous pouvez essayer de rentrer, mais juste n'oubliez pas que sous les 240, on peut avoir une baisse qui reprend. Mais pour le moment, c'est pas trop mon scénario. Je trouve que ça construit plutôt pas mal sur Kering. Orange, alors exceptionnel. Alors là, franchement, Orange, bravo. Donc voilà, c'est vrai qu'on depuis la congestion ici, qui ressemble d'ailleurs à la configuration de Carrefour, tiens, qu'on verra un petit peu plus loin, je crois. Eh bien, voilà, exceptionnel. La congestion ici, exceptionnelle. On avait l'objectif, qui était l'objectif des 17, et là, on est même un petit peu plus haut. Donc franchement, bravo à celles et ceux qui sont dedans. On en parlait, vous avez proposé un plan le vendredi 6 février, vous pouvez reprendre la vidéo, vous avez proposé un achat au-dessus des 16,54 53 dans la congestion. Clairement, regardez, c'est ce qu'on a eu. La belle congestion, magnifique. Derrière, cassure, pop, 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 et on reprend. Donc là, ceux qui l'ont pris, évidemment, vous pouvez mettre stop à break-even, prendre des bénéfices, etc. etc. Donc, il n'y a rien à dire. C'est trend following. Je ne suis pas investisseur, hein, par contre, hein, sur Orange, là, sur ces niveaux de prix-là. Mais oui, à chaque consolidation, on peut continuer à tenter des achats en mode trend following. Alors, FDJ, elle a fait l'actualité. Donc, j'avais promis sur Facebook à Damien que je salue et que je remercie pour ses encouragements, de faire l'analyse de FDJ. Alors, c'est une analyse intéressante. J'ai des points positifs, j'ai des points négatifs. Je vais tout vous dire. Comme ça, au moins, vous aurez tous les éléments et vous déciderez vous-même. Élément très positif, on l'avait dit, c'est le retour sur cette zone. Donc, zone quasiment de plus bas historique. En réalité, il y a une mèche, mais pour moi, elle compte pas vraiment cette mèche-là. C'est pas une grosse, il n'y avait pas eu énormément d'échanges. La grosse zone d'échange, elle est là. Bon, qu'importe. Ça, c'est le point positif. Point négatif, on est quand même en mode pullback ici, vous voyez, sur cet ancien support qui fait désormais résistance. Bon, ça c'est le point négatif. Point positif, la valorisation, c'est vrai, elle est redevenue meilleure, attractive. Je crois qu'on a un PER de 10 ou 11 ou 12, je sais plus. Donc ça redevient pas mal. Maintenant, ceux qui me disent c'est positif parce qu'il y a le dividende, non, le dividende n'a rien à voir. Le dividende, c'est un détachement.
ils peuvent verser même 100% de dividendes, vu que c'est un détachement, ou 90% de dividendes, vu que c'est un détachement, vous allez perdre 90% de la valeur du prix le jour du détachement. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça peut faire plaisir aux fans des dividendes, ça oui, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui... Si il suffisait d'annoncer un dividende, le versement d'un dividende, pour faire remonter les actions, toutes les actions baissières annonceraient des versements de dividendes. Bon, soyons un peu sérieux quand même, 2 minutes. Alors, Damien me disait, est-ce que tu penses qu'on a retourné la tendance? Attention, ce que j'aime énormément, d'ailleurs on l'avait proposé à l'achat, on n'a pas pu le jouer vu qu'il y avait la publication, on avait proposé un achat sur FDJ là, dans la congestion, parce que j'avais un biseau descendant. Donc ça, effectivement, c'était cool. Ça voulait dire fin de structure, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment cool, et c'était encourageant en réalité. Voilà. Hop, biseau descendant, tac, tac, ok. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce biseau descendant, on l'a cassé. Très bien. Ce que je veux voir maintenant, c'est ça. C'est la construction désormais intermédiaire. Je veux que pendant 1 à 2 semaines, ça fasse du zigzag. Un petit peu comme ça. Voilà. Un petit peu comme ça. Je veux voir un petit peu la même chose, avec derrière la cassure. Si j'ai ça, et que derrière, j'arrive à breaker par le haut, voire même à m'extirper au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui elle va, alors là, on se projette, hein, qui elle potentiellement se redressera, là, je commencerai à parler de retournement. Là, ça, ce que vous voyez là, c'est un rebond technique. Intéressant, sympa, bien construit d'ailleurs, mais ça ne reste qu'un rebond technique. On n'a pas du tout retourné la tendance. On est toujours là, tant que vous évoluez sous ce double trait en pointillé, tant que vous évoluez dessous et sous la moyenne mobile à 200 jours qui est baissière, vous êtes sur une dynamique baissière et à la main des vendeurs. Il faudra simplement, encore une fois, valider le retournement, construire là-dedans et après attaquer une nouvelle tendance. Et là, je vous dirais, ok, on attaque une tendance. Et l'objectif, alors il faudra faire les choses petit à petit, hein, évidemment, mais l'objectif à terme, si on fait ça, ce sera de retrouver ici le haut de la figure. Voilà. On considérera que ici on s'est mis, donc on avait un canal baissier, on s'est fait peur, on est revenu à l'intérieur de ce canal baissier, et derrière, on va chercher le haut de ce canal. Voilà. Évidemment, je vous rassure, hein, il y aura des objectifs intermédiaires, il y aura des gaps ici à les combler, il y aura beaucoup de travail. Mais voilà, pour répondre encore une fois à Damien, pour le moment, on n'a pas retourné la tendance. C'est encourageant, c'est bien, c'est positif. Il faut commencer par là, en fait. Hein. Mais ce n'est qu'une première étape. Voilà. Alors, après FDJ, donc on a Accor. Accor, j'ai pas grand-chose à dire. C'est évidemment une action que j'aime beaucoup, mais voilà, là aussi, on en avait parlé sur le repli au mois d'avril dernier, mais bon, voilà. Là, par contre, je suis pas acheteur. Oui, ça peut continuer de monter, bien sûr, mais je suis pas acheteur sur ce titre-là pour le moment. Il n'en reste pas moins que ça reste une action bien sûr de qualité. Sanofi, alors c'est marrant, plus personne n'en veut, Sanofi. Plus personne n'en veut et plus personne n'en parle, alors que je trouve qu'elle commence, voilà, vraiment. J'aimerais, hein, voilà, vous le savez, j'aimerais le petit clac, la petite mèche sur Sanofi, un peu comme on avait eu ici ou là, pour aller chercher cette zone-là dans l'ellipse. Voilà, j'aimerais, je sais pas si on l'aura, mais voilà, pour moi, vraiment, 65, 70 serait quand même une première zone, quand même vraiment pas mal pour les portefeuilles long terme, avec une zone de renfort sous les 50, évidemment, vous le savez. SideTrade, alors elle a rebondi un petit peu, mais c'est compliqué. On est allé chercher donc vraiment la zone. Hein. On est vraiment sur la zone que j'attendais. Pour le moment, il n'y a pas de rebond. Il y a eu une espèce de double appui là. J'avais vu, voilà, double, même triple appui. Ah ben on est dans la construction. Ben, on est dans la construction. Ben voilà, on avait décrit ça. Ben on est dans la construction, mais voilà, pour le moment, il y a rien, il y a rien. Il faut attendre. Mais ça quand même commence à construire quand même. Hein. Voilà. Il faut valider, il faut casser tout ça par le haut, comme d'hab. Vous avez l'habitude. Il faut casser tout ça par le haut. Mais ça commence à congestionner quand même. À suivre de près, éventuellement. Voilà, à suivre de près. Je refais mon truc. À suivre de près éventuellement la semaine prochaine. Il faut tenir, mais bon, c'est quand même une belle zone. Par contre, il ne faut pas lâcher parce que si on lâche, voilà. Ceux qui veulent investir, qui pensent que SideTrade c'est une belle valeur, les deux zones,
Pour moi, la première zone, nous y sommes. La deuxième zone, elle est ici. Ensuite, Valeo, ben moi je suis toujours, ça fait partie, voilà, vous le savez, de mes convictions. Je vous avais présenté aussi au mois de au mois de novembre. Moi, je la trouve toujours très très intéressante. On a tenté, voilà, depuis le mois de novembre, on l'a présenté ici, là, parce qu'on trouvait que le pullback était intéressant. Ce que j'aime beaucoup, moi, sur Valeo, c'est ça. Voilà, on est toujours dans la construction. Là, avec le petit pullback, on va la voir aussi en journalier. Voilà, elle est là. Hop, je nettoie un petit peu ma chambre. Elle est là. Tac. Voilà, on y est. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant. On a breaké, on fait le pullback. À suivre de très près. Allez haut ici. Ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu ce qu'elle va faire. Donc titre à suivre de très près. Valeo, là aussi, tant que vous tenez, on peut même remonter un petit peu l'invalidation de long terme. Tant que vous tenez 10,73 €, l'objectif, c'est de casser par le haut. Thales, pour moi, elle est dans les zigzags encore. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on est dans les zigzags, dans cette espèce de range topiche depuis mars 2000. Ça fait un an, hein. Ça fait un an que voilà, Thales, c'est zigzag, c'est une très belle valeur, mais voilà, il va falloir, alors un événement malheureusement géopolitique, pour qu'elle casse par le haut pour moi. Maintenant, si elle casse évidemment par le haut, hein, si elle casse les 280, on peut encore accélérer, mais je suis pas acheteur. En long terme, je parle. Hein. Je suis acheteur uniquement si on fait un petit repli de manière supplémentaire par là. Ensuite, vous avez ma petite NJ. Là, c'est un peu à l'image de Richebourg hein, ou de Arcelor. C'est-à-dire que ça y est, tout le monde en parle. Voilà, c'était notre conviction de 2025. Elle poursuit en 2026, mais voilà, on va arriver là aussi petit à petit sur des zones. Donc la zone d'objectif, vous le savez, c'est la zone des 28-30. Voilà. Est-ce qu'on va aller plus haut? C'est possible. Encore une fois, hein, moi, j'en sais rien. Mais voilà, si vous n'en avez pas, c'est plus le moment d'investir. D'accord? Donc faites attention à ça. Pour autant, voilà, c'est vrai que depuis début 2025, c'est une performance jusqu'à 80%, c'est absolument exceptionnel ici. Voilà, donc pas grand chose à dire. Si vous en avez, vous continuez éventuellement. Si vous n'en avez pas, c'est uniquement du swing, donc sur les consolidations intermédiaires en jouant les cassures. D'ailleurs, vous avez potentiellement une qui se dessine là. Voilà. Voilà, vous avez peut-être une construction là, mais c'est tout. Voilà. Pas d'investissement majeur maintenant pour moi sur NJ. Le ratio gain-risque, pour moi, il est insuffisant. On a bien revalorisé tout ça. Pernod Ricard, qui est intéressante, malgré tout. Hein. On va le voir en unité de temps journalière. Là, c'est pareil, un peu à l'image de FDJ. Vous voyez, la configuration n'est pas tout à fait la même, mais ça ressemble un peu. C'est-à-dire qu'on a un biseau descendant, on a cassé le biseau, on s'est extirpé de la petite figure qui était là, et là, on construit encore. Il y a des petites bougies qui apparaissent. Ils ont publié hier, la publication, évidemment, elle n'est pas bonne, mais on le savait, donc le marché sanctionne pas plus que ça. Et c'est intéressant. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. On n'a pas retourné la tendance encore. Là aussi, il faudra repasser au-dessus de la moyenne mobile et la retourner là aussi. Mais je trouve que c'est intéressant. Si on casse tout ça, on construira éventuellement pour relancer une tendance. A contrario, pour moi, signal de faiblesse sous les 76, signal de grande prudence et de danger sous les 70. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. Là aussi, on revient sur des niveaux de valorisation cohérents. On dit oui, mais ça a baissé parce que l'alcool, c'est plus machin. Mais il y a aussi le fait qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation cohérents. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Alors, mon petit ticket, un peu spéculatif. J'ai fait un Nouveau Monde aujourd'hui. J'ai publié un Nouveau Monde aujourd'hui sur cette action-là. J'en ai discuté d'ailleurs avec Urutia qui est assez d'accord. Alors évidemment c'est la partie un peu spéculative, hein, faut pas investir de manière forte sur Soitec, mais je trouve que quand même sur Soitec on est sur des niveaux intéressants. Voilà, on voit que c'était des niveaux, regardez ici, hein, voilà, des niveaux quand même travaillés beaucoup en 99, ici en 2003, ici en 2009, ici en 2012, ici en 2013. Les dirigeants sont très positifs sur leur propre valeur, d'accord, mais ils sont quand même très positifs. Et moi, je trouve que c'est
pas si mal que ça. Ce que j'aime énormément, donc on en parlait ici, la congestion pour casser, ce que j'aime énormément là aussi, c'est qu'on est en train de réaliser ce qu'on attendait. On attendait cette figure-là, et on est en train de la faire. Donc à suivre de très très près, j'aurais pu la mettre dans le titre à suivre d'ailleurs, à suivre de très très près Soitec dans les prochaines semaines, parce que en cas de dépassement, notamment ici, des 38-40, on pourrait avoir même un retournement de tendance. Voilà. Donc à suivre. C'est pas fait, évidemment, c'est plus risqué, c'est spéculatif, etc. Mais je pense qu'il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel sur Soitec. Je trouve que le marché est allé trop loin sur cette valeur-là. Mais voilà. Bon, semi-conducteur, pas grand-chose à dire. C'est très haussier. On casse le top historique. Bon, voilà, pas grand-chose à dire. Le repli ici en avril. Le pullback, là aussi, l'analyse technique, ça sert à rien, mais c'est quand même vachement utile. Voilà, belle zone d'opportunité qui a été achetée. Ici, on break l'oblique pour la dernière accélération. La dernière accélération, on l'a. On l'a avec quand même des volumes assez importants. Je pense qu'on peut encore pousser un petit peu. Maintenant, je suis d'autant plus à l'aise parce que c'est une de mes valeurs préférées, hein, Bisemi. J'adore cette valeur. Vraiment super valeur. On peut pousser encore, mais voilà. Investir massivement maintenant pour du long terme sur bisemi-conducteur, je ne suis pas convaincu. SAP, donc c'était l'affaire du siècle il y a 6 mois, c'était l'affaire du siècle il y a 3 mois, c'était l'affaire du siècle il y a 1 mois, et visiblement, d'après les réseaux, c'est toujours l'affaire du siècle. Eh bien moi, je ne change pas, j'attends toujours les zones très tranquillement, même s'il peut y avoir de l'agitation, du rebond, etc. Pour moi, c'est du bruit de marché, et l'opportunité, même si ça décide finalement de faire ça, j'en ai rien à cirer, pour moi, l'opportunité, elle sera uniquement voilà, déjà minimum sous les 140. Voilà. Minimum sous les 140 pour pouvoir commencer à s'intéresser à la valeur. Voilà. Donc nous verrons si on y va, si on n'y va pas. Donc on a fait un plus bas à 159, il manque encore un petit peu. Mais c'est pas parce qu'une valeur a baissé de 40% qu'elle peut pas baisser de 15 ou 20% de plus. Donc pour moi, je change pas mon analyse sur SAP. Première zone minimum celle-là et un renfort supplémentaire sur le support oblique. Ça va m'intéresser, mais pas encore à ce prix. Même si j'avoue que, j'avoue, hein, pas vous dire c'est vrai que quand on voit une baisse de 47%, on se dit purée quand même, ça commence à être intéressant. Ça commence, mais c'est pas encore intéressant, pas suffisamment intéressant pour moi. Tant pis si je loupe le point bas. Total Energy, surperformance. Voilà, je pense qu'on va aller péter la TH. On en parle pas mal depuis voilà, la cassure on pourrait la mettre en hebdo, ouais, voilà. Donc depuis la cassure en hebdo ici, voilà, belle congestion, la cassure, la congestion, et derrière, un nouveau départ, voilà. Il y aura certainement un petit peu de prise de bénéfice par là, mais je pense qu'on va faire un nouveau plus haut. Voilà, je pense qu'on va faire un nouveau plus haut. Je pense que voilà, c'est une valeur qui peut aller chercher les 70, 75 là-dessus. Donc si vous en avez, pas de souci. Par contre, investir maintenant, je sais pas si le ratio gain-risque est canon, quoi. Voilà. Donc plutôt de l'attentisme, mais en tout cas, ceux qui en ont, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre, pour moi, hein, en tout cas, Total Energy. Veolia, bon, elle va annoncer les résultats la semaine prochaine, donc on verra. Mais c'est vrai que c'est quand même canon, hein. Voilà, depuis le début d'année, c'est une performance de quasiment 20% pour une valeur molle. C'est encourageant. C'est encourageant. Donc on verra les résultats. Ils peuvent être mal accueillis, hein, aussi. Donc il ne faut pas les jouer, hein. Évidemment, ne jouez pas les résultats s'il vous plaît. Maintenant, si les résultats sont mal accueillis et qu'il y a un pullback dans la zone des 31, voire même dans la zone des 30 et quelques, ça peut être une opportunité aussi d'achat pour du long terme. Moi, tant qu'on remonte un peu même la validation, tant qu'on est au-dessus des 27 € pour Veolia, pour moi, c'est un graphique intéressant. Voilà. Ok. Pour toutes les raisons que vous connaissez, j'en ai tellement parlé de Veolia, je vais pas insister plus que ça. Alors Technip, je suis très partagé sur Technip. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis très partagé parce que pour moi, la zone d'opportunité de long terme, elle est un petit peu plus bas. Elle est potentiellement sous les 30. Mais je trouve que la valorisation et la configuration technique, par contre, actuelles, sont intéressantes. Voilà.
Donc je l'avais dessiné, c'est ce que j'attends ici. Mais je ne m'interdis pas, alors non pas d'investir à long terme maintenant, parce que ça non, mais je ne m'interdis pas le fait qu'on peut avoir aussi, poussé par le secteur de l'énergie, on peut avoir aussi quelque chose comme ça, qui sera plus tard un repli. D'accord? Donc, en swing trading, vous avez potentiellement un gain qui peut être fait aussi sur Technip Energy. Voilà. Donc, en résumé, pour du swing, c'est de l'observation, ça peut éventuellement se tenter pour voir un effet un petit peu momentum. Mais pour du long terme, à contrario, ce sera plutôt un achat sur repli sur le bas de canal. Voilà. Donc on n'est plus très loin, me direz-vous, puisqu'on est à 10-12% au-dessus. Donc ça reste raisonnable. Ensuite, on a Médian Technologie. Alors, Médian Technologie, elle est ici. Donc voilà, j'ai fait un tweet hier en disant voilà, zone de pullback. Donc on en avait beaucoup parlé depuis, vous vous souvenez, la congestion là, etc. Je reviens pas, vous avez les vidéos précédentes. Et donc on a eu, on a eu mieux même que ce qu'on espérait, hein, puisque depuis la cassure, etc. C'est quand même 100% de gain, c'est absolument énorme. Ça paraît pas sur le graphique, mais c'est absolument considérable. Donc à un moment donné, vous avez, bien sûr, vous avez du prorata. Bon voilà, et puis vous avez une valeur qui est soumise aux news, bien entendu. Maintenant, on a fait le pullback. Donc pour moi, c'est pas encore mort tant qu'on tient cette zone-là. Je serais plus inquiet si on commence à repasser sous les 4,40€, vous voyez. Et pour moi, très inquiet sous les 4€. Mais là, c'est la zone de pullback, c'est la zone de congestion. Donc tout est possible là-dessus. Par contre, évidemment, on connaît le risque lié à ce type de valeur. Donc faites attention aussi à ça. Ok? Donc voilà, quelqu'un m'a dit que c'était pas liquide. Bah, je trouve qu'il y a pire. Hein. Il y a 4,5 millions échangés par jour, donc pour le coup, si, c'est assez liquide quand même, Médian Technologie. Donc là, oui, on a un petit pic, effectivement, de volume, mais même à l'époque, voilà, on avait quand même 1,6 million. Alors, c'est pas du Total Energy ou du LVMH, bien entendu. Mais enfin, pour une small cap, ça va. C'est relativement liquide, Médian Technologie, faut pas non plus exagérer. Carrefour. Alors, Carrefour, publication, dans un premier temps, mal accueilli. Donc je vous la mets déjà. Alors, le graphe mensuel est intéressant, vous le savez, parce que là aussi, on est sur un bout de figure, on a cassé, on travaille la zone ici de résistance. Voilà, qui est là, hein, belle zone de résistance. Et donc, quand je zoome effectivement en hebdomadaire, voire même plutôt en journalier, ce sera plus intéressant pour vous. Ce qu'on disait, c'était que voilà, on avait potentiellement un pullback pour repartir. Bon, on a fait la congestion là, on a poussé, on est revenu. Donc là, pour moi, on est sur la construction de figure. Ça, vu la volatilité, ça peut mettre un peu de temps là aussi. Peut-être avoir de la patience. Ça peut être une figure plus large, plus grande. On peut en avoir encore pour 1 à 2 semaines. Hein. Et c'est là où on aura la réalité. C'est-à-dire, si on a cette figure-là qui casse par le haut, moi, je serai acheteur, je vous le dis. Je serai acheteur sur Carrefour. Voilà, parce que si après la période des résultats, on a fait le pullback et on a construit et on casse par le haut, pour moi, ce sera un signal fort du marché. Contrario, si on commence à repasser sous les 14€, là, pour moi, ce sera un signal de faiblesse. Ok? Voilà, ça peut pas être plus clair. Hein. Bon, Eramé, donc, elle a beaucoup souffert, elle fait son rebond aujourd'hui. Mais pour moi, on est toujours un petit peu sur un graphique. Voilà, pour moi, vous l'avez dit, Ramé, pour moi, on est un petit peu nulle part. Pour du long terme, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, on avait effectivement cette zone là qui a été breakée. On a eu la congestion qui était hyper intéressante à jouer. Derrière, on fait le repli. Voilà, je sais pas quoi vous dire, franchement, sur Eramé. Voilà, oui, il y a un support intermédiaire qu'il faut absolument tenir d'ailleurs, parce que sinon derrière, ça sera retour aux 20€. Mais voilà. D'ailleurs, il a acheté pour le moment, mais voilà, c'est pas une valeur qui m'intéresse moi énormément, Eramé. Voilà, je trouve que c'est une valeur. En fait, c'est pas une valeur qui m'intéresse énormément parce que je trouve que voilà, regardez le graphe. Vous voyez, c'est un graphe, beaucoup de zigzags, beaucoup de voilà. Alors quand vous avez comme là par exemple des grosses zones de réduction de volatilité, comme ici par exemple, et que vous voulez jouer, il y en a pas beaucoup là, il y en avait une petite, et que vous voulez jouer des cassures pour jouer, ok, pourquoi pas, ou des rebonds techniques intraday, etc. Pourquoi pas. Mais sinon. Pour du swing de moyen terme, voire même pour du long terme, voilà quoi. Finalement, beaucoup de bruit, je trouve, sur cette valeur. Et pas forcément hyper intéressant. Nacon, alors Nacon, c'est la catastrophe.
catastrophe Nikon. Donc voilà, c'est une action pareil, hein, qui était vraiment au cœur de l'actualité dans les années 2020. Tout le monde tradait 2020, moi aussi d'ailleurs. Nikon. On l'a tradé récemment d'ailleurs, Nikon, on l'a tradé, alors je ne me rappelle plus exactement quand, on va voir s'il n'y a pas les... Oui, voilà, on l'avait tradé là, on l'avait tradé ici, en juin, suite à la cassure du biseau descendant. Donc c'était intéressant, puisqu'on a fait un beau mouvement, hein, alors je sais plus, oui, voilà, 30-40%. Derrière, il y avait eu cette figure-là qui avait été encourageante, qui avait cassé par le haut, mais qui n'avait pas confirmé. Bon, on était revenu ici, on attendait la congestion ici qu'on n'a pas eu pour repartir. Donc tout ça a cassé par le bas. Moi, j'ai même tenté, avec MTT, on a même tenté un achat ici, dans l'inside bar, je trouvais que c'était encourageant. Derrière, sorti. Et puis voilà, derrière, patatras, c'est la catastrophe. Donc là aussi, quand vous tradez sous une moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se retourner, pensez à mettre des stops. Et donc là, on a une réservation à la baisse. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, sincèrement, sur Nikon. Voilà, je serais prudent et franchement, il faut patienter, quoi. Vraiment, il n'y a plus rien à faire sur cette valeur, malheureusement. C'est un secteur qui vraiment est compliqué. Nexans, donc qui s'est réveillé un petit peu, mais qui a du mal à progresser. Mais là aussi, voilà, on le sait pourquoi il a du mal à progresser, parce que sur du long terme, si on est sur un canal haussier, le bas du canal, c'est plutôt une opportunité, et le haut, c'est plutôt de la vente. Donc, j'ai pas grand-chose toujours à dire sur Nexans. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette valeur-là. Voilà, on a bien poussé là, avec la rupture ici des 133, mais on revient en arrière à chaque nouvelle zone de résistance. Donc, bon, voilà. Pas intéressant pour moi sur du long terme, pas intéressant pour moi sur du court terme. Même si la valeur, attention, c'est une valeur de qualité, bien entendu, mais voilà, c'est pas un niveau d'opportunité ni court terme, ni moyen terme, ni long terme pour moi. Alors après Nexans, on s'envoie en l'air avec Air France. Alors Air France, c'est pas ma valeur préférée, ça n'a jamais été, c'est loin que l'on puisse dire, mais je dois bien avouer qu'il se passe des choses intéressantes sur ce titre-là, puisqu'on avait effectivement ce biseau descendant qui a été cassé, fait pullback, fait une belle congestion, inside bar mensuel, événement assez rare, je vous le montre ici. Ça, c'est une bonne astuce à screener, les inside bars mensuels, pour détecter les réductions de volatilité. Donc, très intéressant. Je nettoie un peu mes trucs. Très intéressant. Il faut le surveiller. C'est une action qui se surveille. La problématique de cette action, c'est que, si vous voulez, elle ne construit pas tellement de manière propre. Voilà. Alors, le plus propre que je vais trouver, c'est ça. Donc, on a le break. À suivre, éventuellement, semaine prochaine, si on a une petite congestion qui se met par là. Et là, ça peut être quelque chose à tenter pour retrouver éventuellement ce niveau de prix-là. C'est une action, je dois bien le dire, qui s'est retournée. Vous voyez la moyenne mobile ici. Et on a la première phase de construction au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, titre à suivre également, Air France, bien entendu, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Vous avez deux CRSI qui, elles aussi, bon, magnifique, hein. J'ai pas grand chose à dire, ce deux CRSI. On l'a surveillé à la cassure de ce range. Bravo à ceux qui en ont, ceux qui ont cru. Regardez, là aussi, inside bar. Et je dirais même double inside bar avec celle-là. Donc vraiment des choses qui sont hyper intéressantes à screener. Il y en avait une ici, il y en avait un ici aussi, inside bar. Double même, je pense, ici. Bref. Donc bon, j'ai rien à dire. Beaucoup de volume. Attention maintenant si vous voulez rentrer dessus. Hein. Donc soyez prudents si vous voulez rentrer dessus. Si vous voulez rentrer dessus, attendez voilà, des congestions comme ça pour tenter des cassures. Voilà, des trucs comme ça, quand il y a l'opportunité. Et après, trend following. Mais acheter maintenant pour du long terme, ça me paraît ambitieux, même si c'est une valeur effectivement qui est certainement magnifique. ADN, j'ai pas grand chose à dire. Alors elle tente le rebond, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça reste une valeur quand même chère.
moi, ça m'intéressera si on arrive in fine à faire ça. Donc on peut effectivement faire le rebond technique, mais ça m'intéressera par contre éventuellement de voir ce qui se passe ici. On verra vers les 700, quelque chose comme ça. Donc patience encore. On passe aux États-Unis avec Adobe. Quel massacre! Et on arrive sur la zone que j'attendais depuis tellement longtemps. Donc là aussi, hein, voilà, hein, il faut avoir conscience que c'est peut-être la fin d'Adobe. Tout est possible. Mais par contre, si vous pensez que c'est pas la fin, qu'il y a un ticket à jouer, bah, il faut le money manager. Et effectivement, cette zone-là, voilà, est une zone d'accumulation entre les 210 et les 260 dollars. Donc voilà, après chacun fera comme il le souhaitera, mais oui, je pense que en tout cas, si ça doit rebondir, c'est là-dedans, avec la moyenne mobile, etc. C'est là-dedans qu'on peut avoir éventuellement une réaction. Ouais. Tesla, pour moi, c'est plus une opportunité. On est sur les plus hauts. J'ai pas grand chose à dire. Voilà, on en avait parlé. Alors, souvenez-vous, ici, en avril 2024, il y avait eu des publications. Et derrière, c'était une opportunité de revenir sur le support oblique. On en a parlé également ici à l'achat au-dessus des 338. Voilà, l'objectif, c'était là. Si on break, on peut encore aller chercher les 600, mais pour moi, c'est pas une opportunité. Donc, voilà. Là, on est un peu au milieu du gué, si vous voulez. Pour moi, je laisse de côté. Même si effectivement je peux comprendre ceux qui sont fans, mais je préfère pour ma part laisser ça de côté. Ensuite, vous avez du Palo Alto. Alors, Palo Alto, elle revient petit à petit sur des zones. Alors, il y a pour vraiment les très très agressifs, il y a une petite zone intermédiaire ici, un peu à la Air Liquide tout à l'heure, vous voyez, zone de support intermédiaire. Pourquoi pas? Mais vraiment, la zone que j'aime bien, moi, elle est en dessous. La première zone, elle est vraiment en dessous. Donc, je serai gourmand, tant pis. Je serai gourmand, peut-être 130, 125. Et après, éventuellement plus bas, voilà, sous les 100. Voilà mes deux zones à titre personnel. Donc, encore une fois, si vous voulez être vraiment très agressif, vous voulez absolument du Palo Alto un petit peu en portefeuille. Première zone ici, deuxième zone là, troisième zone là. OK ? Ensuite, nous avons du Moderna. Bon, on en a pas mal parlé de Moderna aussi, un titre qui s'est retourné, mais bon, voilà, on sait aussi que c'était un titre, pas le 4 heures, le journalier. C'est un titre spéculatif, donc on en parlait depuis la cassure du biseau ici. Hop, on a fait la figure intermédiaire, on a poussé, magnifique, pullback. Et là, je pense qu'on est sur la construction de figure aussi intermédiaire. Donc là, pour moi, c'est construction de figure intermédiaire, ça peut mettre du temps. Donc là aussi, ouais, on va attendre tranquillement que ça continue de zigzaguer. Voilà, grosso modo pour Moderna. Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez ouais, Legacy Education. Hop. Alors, je vous la mets sur ma version Pro All-Time complète parce qu'elle n'était pas sur la classique. Alors, les Legacy Education, donc intéressant, hein, notamment la cassure ici. Là aussi, il y avait une belle réduction de volatilité. Donc, c'est vraiment encourageant. Je pense que c'est une action qui va aller chercher les plus hauts. Donc, j'ai un objectif sur Legacy qui serait aux alentours des, je dirais, bon, déjà les 14 dollars et éventuellement un petit peu plus haut, un petit peu plus tard. Donc, pour moi, c'est relativement positif. En intraday, bref, enfin en intraday, en court terme, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. Il fallait jouer la cassure éventuellement. Donc on a comblé le gap là. Donc voilà un petit peu pour ce titre-là. Ensuite, on a Salesforce. Donc Salesforce, voilà, on en a beaucoup parlé là aussi. Malheureusement à l'époque, bien voilà, je disais que au-dessus des 300 dollars, c'était pas une zone là. Même là, souvenez-vous, j'étais assez inquiet et l'objectif pour moi, c'était de revenir sur cette première zone là. On y est désormais quasiment. Donc c'est fou quand même. Hein. Même si on sait que c'est des niveaux d'opportunité, on ne s'attend jamais à une baisse de plus de 50%. C'est le cas pour Salesforce. Donc revenir pour moi déjà dans la zone ici, donc la zone des 170, on va dire. On n'est plus très loin, hein, 185. Et après, il y aura une très belle zone sous les 130. Donc voilà pour moi les deux zones qui peuvent éventuellement être des opportunités. Là aussi, évidemment, c'est un secteur qui a tellement souffert. C'est quand même bien compliqué. Microsoft,
Alors Microsoft qui a vraiment du mal pour le moment à se relever. Effectivement, il y a des rebonds, mais c'est compliqué. Voilà. Donc à voir. Effectivement, on est revenu, donc on a comblé le gap là. Il y a eu le rebond suite au comblement du gap. D'accord. Et pour le moment, c'est encore faible. C'est encore faible. Je suis gourmand, voilà, je sais que je suis gourmand, il y a pas de problème, mais moi, comme je disais, à 440, tout le monde disait que c'était une opportunité. On est déjà, quelques semaines plus tard, on est déjà 10 en dessous. Donc nous verrons, nous verrons. Moi, je pense que c'est une action qui a la capacité de perdre encore, 10-15 supplémentaires. Donc voilà, déjà, voilà, dans la zone des 360, ce sera quand même une très, très belle opportunité. Voilà, toute cette zone-là, 360, quelque chose comme ça peut être pas mal. On peut avoir du rebond, mais je serai patient éventuellement pour cette zone-là, qui est une première zone. Alors la zone, elle est large, hein, évidemment, comme d'habitude, hein, je vous mets, c'est pour que vous soit plus lisible pour vous. Mais vous avez bien compris que c'est la zone entre 320 et 360 qui est la zone pour moi. Première zone pour Microsoft, et la seconde, elle est un petit peu plus bas. Celle-là, j'y crois un petit peu moins, pour être tout à fait honnête avec nous, mais bon, après, nous verrons. C'est la zone qui se situe entre les 207 et les 240 dollars. Ok. Bon, mon action préférée, Amazon. Donc évidemment, hein, un peu déçu que Warren Buffett s'en débarrasse, mais c'est comme ça. Pour autant, même si c'est mon action préférée, je vous ai toujours dit ces derniers mois que pour moi, c'était pas une opportunité sur ces niveaux de prix-là. Donc depuis, il se passe pas grand-chose. Vous êtes revenu sur les niveaux, là aussi, de juin 2024. Donc ça fait presque 2 ans que Amazon n'a rien fait. En même temps, quelle progression depuis et quelle action. Mais là aussi, je pense qu'on peut avoir une grosse normalisation sur ce titre-là. Voilà, on peut avoir une période, effectivement, où on a voilà, du zigzag avant éventuellement d'avoir quelque chose comme ça. Voilà, c'est ma conviction. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais pour moi, on peut avoir un phénomène similaire à ce qui s'était passé par là. Donc voilà, pour moi, il faut patienter. Il n'y a pas d'opportunité forte. C'est mieux, évidemment, d'acheter aux alentours des 200 dollars que des 250, évidemment, on est bien d'accord. Pour autant, les 200, pour moi, ne sont pas une opportunité majeure, je crois, sur Amazon, même si là aussi, je vous le dis, c'est mon action préférée. Novo Nordisk, qui a fait un petit peu ce qu'on attendait, hein, c'est-à-dire est venu faire le rebond technique et derrière le repli. Et pour moi, c'est la zone de construction et on est toujours là-dedans. Ça va prendre du temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut même prendre des années sur Novo Nordisk. Mais pour moi, malgré tout, ça reste une belle valeur. Et malgré tout, plus vous serez proche de la zone des 40 dollars, voire même si ça lâche la zone des 30, ce sera des zones d'opportunité d'accumulation. Par contre, là aussi, accumuler de manière intelligente avec un money management, là aussi, je pense, intelligent. J'ai 7 titres à suivre, à vous proposer. Le premier, vous le connaissez, puisqu'on en a beaucoup parlé ici même, c'est Galapagos. C'est spéculatif, parce que c'est une biotech, mais je trouve que voilà, on est revenu sur un gros niveau et regardez la congestion. Donc il y aura certainement une news qui fera décaler les cours, mais c'est un titre à suivre. Donc là aussi, faites attention. Pluxee, c'est très baissier, c'est très anticipé. Hein. Je vous parle de Pluxee, c'est très anticipé. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Eagons, je crois, est rentré. Je trouve que ce biseau descendant qui a lâché par le bas, c'est un peu too much. Je trouve que depuis, on congestionne. Donc, à suivre. Déjà, si on repasse au-dessus, pour moi, des 12,30 €, ça peut être déjà une première prise de position. On ne retournera pas, hein, bien sûr, la tendance. La tendance, elle sera retournée uniquement lorsqu'on aura cassé tout ça, etc. Mais ça se surveille. Voilà, ça se surveille dans les semaines, plutôt même les mois à venir. Mais je préfère vous prévenir avant plutôt que de vous dire qu'il suffit de remonter les stops et qu'il fallait acheter il y a 3 mois. Pierre et Vacances, vous la connaissez aussi, c'est une de mes actions préférées sur les small caps et je trouve que ça y est, on construit. Donc j'aime beaucoup la congestion qu'est en train de faire Pierre et Vacances. Ce sera compliqué, c'est un dossier plus compliqué que les autres, plus compliqué de se mouiller sur Pierre et Vacances que sur Air Liquide ou sur je sais pas moi, Apple, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça tient, tant qu'on tient les 1,70 €, j'ai l'espoir qu'on break les 1,90 € qui pourrait être un signal d'achat éventuel pour pouvoir tenter la cassure par le haut. Une valeur moins connue, Hoffman. Hoffman, ils font du ciment. Bien sûr, je trouve que c'est une valeur qui voilà, a subi une forte chute depuis 2021 et qui là fait, vous voyez, une énorme congestion. Et là où c'est intéressant, c'est le graphe voilà, hebdo, puisqu'on avait cette résistance
oblique, toucher ici, toucher là, toucher là. Voilà, après, bon, on peut le voir ça aussi comme des supports, bon, peu importe. On l'a briqué, on fait le pullback. Ça se surveille de près. Ok? En cas de cassure, évidemment, il n'y a pas besoin de forcer. Tiens, une ancienne amie, Elena Santé, à suivre. À suivre, plus personne n'en parle. On avait cette zone de congestion, on a breaké. Moi, j'attends la suite sur Elena. J'attends la suite parce que je trouve que ça peut être éventuellement intéressant. Là, par contre, c'est peu liquide, donc faites attention. Mais s'il y a une congestion par là, ça peut éventuellement se tenter. Ok. Ensuite, vous en avez encore deux avant de passer bien sûr au screener trend following. Vous avez Aventium. Alors c'est très baissier, attention. Très baissier, c'est plutôt dans les à surveiller. Là, c'est très très anticipé. Hein. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce pattern. Il y a le temps, surtout, n'achetez pas maintenant, hein, surtout pas. Hein. Là, il n'y a rien hein, pour le moment, mais il y a juste une construction. Donc pour moi, pour plus tard, peut-être même la deuxième partie de l'année, au-dessus des 7,50 €, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Et enfin, qui dit de Richebourg, dit Elior, que je trouve... Alors moi, je la traite très peu, Elior, parce que je la trouve galère à trader. Je trouve que c'est compliqué, ce graphique-là. Mais je dois dire quand même que, voilà, vous avez... Si on essaye d'être un peu grossier, vous avez quand même une congestion qui se forme. Voilà, donc à suivre, surtout pas maintenant, c'est un peu trop tôt, mais éventuellement dans les mois à venir, si à un moment donné on a un petit signal, quelque chose, pourquoi pas l'exploiter. Et enfin donc le petit screener trend following qui est ici, je rappelle bien entendu qu'il est également disponible et ouvert sur le site lepodcastdelabourse.fr, rubrique formation gratuite. Voilà les amis, je vous embrasse, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah évidemment, comme d'habitude, notamment les plus fidèles que je remercie, que j'embrasse, n'hésitez pas à faire le relais sur les différents réseaux sociaux et en commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. À plus, ciao ciao.